Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va aujourd'hui faire une vidéo axée nutrition et alimentation puisque ça va être la première partie de notre vidéo sur le gluten. Donc on va voir ensemble si finalement il faut éviter les produits à base de gluten, quels sont les effets du gluten sur la santé, est-ce que les produits sans gluten sont à privilégier par rapport aux produits alimentaires à base de gluten. Et du coup, il y aura une seconde partie de vidéo un peu plus fun, un peu moins sérieuse que cette première partie, où on testera ensemble des produits sans gluten. Donc voilà, sans plus attendre, on commence. Le gluten, c'est un ensemble de protéines qu'on va retrouver dans certaines céréales, donc notamment le blé, l'épeautre, le froment, le seigle et l'orge, qui donc permettent en fait de donner aux produits à base de gluten, de ces céréales-là, leur élasticité et leur souplesse. Dans le pain, on va retrouver de la farine de blé qui va justement donner la texture et l'aspect qu'on connaît au pain. Pour moi, il y a trois types de réactions en fait de tolérance au gluten selon les personnes. Pour moi, il y a les personnes lambda, celles qui effectivement ont une santé intestinale normale, plutôt bonne, et qui malgré cela en fait vont quand même pas forcément très bien tolérer, très bien digérer aussi la protéine du gluten qui est une longue protéine et puis qui a subi au fur et à mesure des années des mélanges entre les différents blés qu'on appelle des hybridations, donc il y a eu des mutations, c'est-à-dire que les gènes il y a eu une augmentation du nombre de chromosomes dans le gluten qu'on retrouve aujourd'hui dans le pain, dans les pâtes, la semoule, etc. Tous les aliments qui contiennent du gluten. Donc voilà, chez tout le monde déjà, c'est vrai que la tolérance au gluten n'est pas forcément idéale. En tout cas, du gluten actuel, du gluten moderne. Après, effectivement, dans le petit épeautre, on va avoir un gluten qui est qui a été moins transformé, qui a subi moins d'hybridation aussi, donc du coup qui présentera une meilleure tolérance. Chez les personnes, encore une fois, qui n'ont pas forcément d'intolérance au gluten à proprement parler, chez les personnes lambda. Ensuite, après, on va retrouver toute la famille des personnes intolérantes au gluten, dont je fais moi-même partie depuis très longtemps d'ailleurs, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs au courant de cette intolérance-là. Et du coup, d'où elle vient en fait cette intolérance? Alors déjà, il faut savoir qu'elle n'est pas ciblée, en règle générale, elle n'est pas ciblée que contre le gluten. Généralement, on est intolérant aussi à d'autres aliments, notamment aux produits laitiers, donc au lait, au yaourt, au fromage. Et donc d'où ça vient? En fait, ça se joue au niveau intestinal, c'est-à-dire que cette intolérance, elle va s'observer chez des personnes qui ont ce que l'on appelle un état de porosité intestinale ou d'hyperperméabilité intestinale. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est tout simplement que normalement, nos intestins, donc, ils sont formés de cellules. Ces cellules-là forment la muqueuse intestinale, muqueuse en fait où effectivement qui va s'occuper de l'assimilation des nutriments des aliments qu'on va manger, c'est-à-dire du passage des aliments de l'intestin en fait vers notre sang, et ce qui va permettre d'alimenter nos différents tissus et nos différentes cellules. Donc un intestin qui est poreux, c'est un intestin qui a
effectivement des pores qui va, normalement la muqueuse intestinale, elle forme une barrière, on parle de barrière intestinale en fait, hein, parce que cette barrière elle est censée être étanche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas censée laisser passer les grosses molécules qui ne sont pas censées passer. Et donc du coup, comme effectivement il y a un relâchement des jonctions entre les cellules, qui a des espèces comme de petits pores, hein, à travers lesquels vont passer ces grosses molécules, eh bien il va y avoir tout simplement une intolérance vis-à-vis de les aliments qui contiennent ces molécules-là, hein, voire carrément une réaction allergique. Là, c'est une réaction du système immunitaire qui va produire des anticorps contre finalement ces molécules-là. Et donc parmi ces molécules, on va effectivement retrouver le gluten. Donc dans ce cas-là, on parlera plus d'intolérance au gluten, mais carrément d'allergie aux protéines du gluten. Ce phénomène-là, hein, ça correspond à une maladie qui est reconnue aujourd'hui et c'est la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est l'allergie au gluten et ce n'est pas à confondre avec l'intolérance au gluten où là, effectivement, je vais avoir une inflammation de bas grade, c'est comme ça qu'on l'appelle, localement, hein, au niveau de l'intestin, qui va s'accompagner de symptômes assez similaires finalement à l'allergie, de la fatigue chronique, des ballonnements, des troubles du transit avec une alternance diarrhée-constipation. Je peux aussi avoir potentiellement une atteinte du foie, hein, parce que du coup il va y avoir effectivement des molécules qui ne sont pas censées passer dans les aliments, mais aussi effectivement des molécules toxiques qui vont du coup, comme l'intestin et le foie sont en communication, aller au niveau du foie et du coup atteindre ce foie-là. Donc du coup il peut y avoir développement de NASH. Donc la NASH c'est la stéatose hépatique non alcoolique, tout simplement le foie qui devient gras. Je peux aussi avoir des symptômes au niveau cutané avec de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné. Donc finalement il y a beaucoup de symptômes qui sont liés à cette intolérance et qu'on soupçonne, qu'on n'a jamais diagnostiqué comme tel. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Souvent j'entends je suis allergique au gluten. Non, tu n'es pas allergique au gluten, tu y es intolérant et c'est complètement différent. Et quand justement on règle ce problème d'hyperperméabilité intestinale qui très souvent est accompagnée d'une dysbiose aussi au niveau de la flore intestinale. Donc la flore intestinale, c'est toutes les petites bactéries qui sont en fait dans nos intestins et qui notamment jouent de nombreux rôles dans notre état de santé général et qui notamment jouent un rôle dans l'immunité. C'est pour ça aussi qu'on comprend que effectivement quand il y a un état de dysbiose intestinale, que soit j'ai pas suffisamment de bactéries dans mes intestins ou que effectivement les souches bactériennes qui sont présentes ne sont pas forcément très qualitatives, puisque chaque souche de bactéries va entraîner des symptômes positifs ou négatifs d'ailleurs, et bien effectivement ça favorise aussi un dysfonctionnement de notre immunité. Donc voilà, comme je le disais, on a des symptômes assez similaires. Après quand même, il y a quand même des symptômes qui sont vraiment spécifiques à l'allergie au gluten, qui est la maladie cœliaque, encore une fois rien à voir avec l'intolérance au gluten, et qui correspondent en fait à un amaigrissement. Voilà, il y a une forte perte de poids, il y a une fonte de la masse musculaire, il y a une grande fatigue, une anémie, etc. Parce qu'en fait, à force de produire des anticorps contre effectivement le gluten et donc de détruire par la même occasion l'intestin,
On parle de maladies auto-immunes, hein. On se détruit soi-même, hein. Les anticorps vont contribuer à atrophier, hein, cette muqueuse intestinale. Et donc du coup là voilà, il y a des mal-assimilations qui sont très graves, de grandes carences, d'où effectivement les diarrhées, la perte de poids, la perte de muscles et tous les symptômes que j'ai pu citer précédemment. Chez l'intolérant, on n'a pas tout ça. Donc finalement, si vous n'êtes ni intolérant ni allergique au gluten, vous pouvez très bien continuer de consommer du pain, des pâtes, etc. Est-ce qu'ils sont à privilégier? Est-ce qu'ils sont meilleurs pour la santé que effectivement des produits à base de gluten? Donc là, on va généraliser, hein, que ce soit des produits très peu transformés comme des pâtes et des produits ultra transformés comme en fait leur équivalent, mais voilà, en version contenant du gluten, hein. Par exemple, si je prends une pâte à pizza Herta classique, donc avec de la farine de blé traditionnelle, hein, et une pâte à pizza du coup sans gluten, là la Bokoff, je sais pas, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai pas un super accent, mais voilà, qui contient des farines sans gluten. Alors, au niveau de ces produits-là, vraiment mon discours, ça va être, au niveau des produits ultra transformés, hein, à base de gluten, hein, qu'on va retrouver dans des grandes marques comme la marque Char, par exemple, ou Allergo aussi, hein, Allergo, je sais pas trop comment ça se dit. En fait, mon discours, ça va être le même que pour en fait, les produits ultra transformés en règle générale, hein, ça reste des produits ultra transformés. Donc, qui dit produits ultra transformés, dit liste d'ingrédients à rallonge, hein, avec du sucre ajouté, des matières grasses potentiellement hydrogénées. Alors, les matières grasses hydrogénées, ce sont des huiles qui ont subi un processus d'hydrogénation. C'est-à-dire qu'on a modifié en fait la structure biochimique de l'huile afin que cette huile soit solide à température ambiante. C'est-à-dire que le produit, hein, final aura une texture solide et pas liquide, hein, parce que du coup je vous apprends rien si on met effectivement des produits ayant une texture liquide à température ambiante, forcément le produit final il sera pas solide tout simplement. Et donc du coup ce processus d'hydrogénation il va venir en fait générer l'apparition de graisses trans qui vont participer, qui vont en fait se déposer au niveau de la paroi des artères et qui va contribuer à la formation des plaques d'athérome qui vont boucher ces artères et qui vont engendrer des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, les AVC, etc. Donc c'est quand même sérieux et à prendre en compte. Donc voilà, on va trouver des matières grasses qui sont hydrogénées, des huiles qui ont subi ce processus d'hydrogénation. On va retrouver aussi des additifs qui peuvent être potentiellement dangereux pour notre santé. On va aussi en trouver qui ne le sont pas, mais effectivement on va en trouver qui le sont. Et on va aussi retrouver du sel aussi en plus ou moins grande quantité. Donc c'est des produits de toute manière qu'il faut éviter. Alors après au niveau du niveau de transformation entre les produits effectivement industriels sans gluten et les produits qui contiennent du gluten, ça va dépendre. Après c'est vrai quand même que on va quand même retrouver dans les produits ultra transformés sans gluten davantage de matières grasses. On va avoir une teneur en lipides pour 100 grammes qui va être plus importante que pour des produits qui vont contenir du gluten. Donc ça, c'est pour améliorer le goût, la texture. Les industriels, leur but, c'est vraiment d'avoir un produit final qui ressemble au maximum à un produit qui contient du gluten de toute manière. Donc il va rajouter
voilà, des matières grasses, des texturants, des épaississants, voilà. Tout ça pour avoir un produit qui soit mangeable en fait et attrayant hein, visuellement parlant. On va retrouver aussi dans les produits donc industriels sans gluten, très souvent on va avoir de l'amidon de maïs. Donc en règle générale, hein, voilà, il s'agit d'un maïs qui est un organisme hein, génétiquement modifié. C'est pas terrible non plus hein, et finalement on en vient à se poser la question est-ce que ces produits là aussi hein, ultra transformés avec plus de matières grasses, d'autres additifs dont on n'a pas forcément besoin dans des produits à base de gluten déjà, on va se demander si ces produits ne sont pas aussi responsables d'une intolérance. Hein. Est-ce que finalement nos systèmes digestifs les tolèrent mieux, les tolèrent bien la réponse c'est pas forcément oui en fait. Hein. Donc c'est vrai que voilà, pour quelqu'un d'allergique, ça peut quand même être source de plaisir que de pouvoir consommer. Que de pouvoir continuer à consommer des pizzas, des viennoiseries, des biscuits, des gâteaux, malgré sa maladie. Après, pour un intolérant, j'ai envie de dire, moi, ma réponse, ça serait voilà, de temps en temps, mais ne vous imaginez pas que ces produits sont meilleurs pour votre santé. C'est pas forcément le cas. En revanche, ce qui serait meilleur pour votre santé, ce serait effectivement de réaliser vous-même ces produits-là à base de farine sans gluten. Hein. Par exemple, la farine de maïs sans OGM, hein, si possible, la farine de maïs, la farine de riz, la farine de pois chiche, qui reste pas trop chère ces farines-là. Après, on a aussi la farine de châtaigne qui est excellente, mais qui est quand même très chère. Donc voilà, en fait, finalement, c'est toujours pareil, c'est pour avoir la meilleure santé possible, dirigez-vous vers des produits qui sont les moins transformés possibles, que ce soit des produits à base de gluten comme sans gluten. Après, il y a un exemple vraiment très parlant hein, de finalement cette mode qu'il y a autour du gluten et qui n'est pas forcément qui met beaucoup en avant les produits sans gluten comme des produits qui vendent ces produits comme étant des produits santé et comme étant des meilleures alternatives aux produits à base de gluten classiques. Mais par exemple, si je prends du pain, alors je vais pas prendre du pain blanc, hein, de la baguette blanche où j'ai une farine qui est très raffinée, où je vais avoir près de 14 additifs à l'intérieur quand même, il faut le savoir, la baguette de pain que vous mangez. Mais on va prendre voilà, du pain de la tradition ou du pain de campagne, du pain complet, etc. Des pains qui sont un petit peu moins dénaturés, on va dire, hein, au niveau de la farine et voilà, des ajouts qu'il peut avoir à l'intérieur. Si je prends du pain, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait hein? Il y a de la farine, du sel, de l'eau et des levures ou de la levure boulangère ou du levain. J'ai quand même un produit qui est quand même assez naturel, assez brut, avec des aliments qui sont à l'état brut. Si je prends du pain sans gluten, et du coup ça serait intéressant qu'on regarde ça ensemble là à l'écran. Si je prends du pain sans gluten, regardez la liste des ingrédients, regardez la longueur de la liste des ingrédients. On n'est pas du tout sur la même chose, on est sur un produit qui est trafiqué, il faut se le dire. Sur un produit qui est trafiqué, où j'ai des matières grasses hydrogénées, où j'ai du sucre ajouté. Dans du pain, j'ai pas de sucre ajouté, hein, où je vais avoir des additifs. Donc, vous voyez que finalement, attention à pas un petit peu vous faire engluer dans cette mode du sans gluten, parce que vous risqueriez de vous abîmer la santé, d'altérer votre état de santé, alors que finalement vous n'avez pas forcément besoin parce que effectivement vous n'y êtes pas intolérant, ou si vous y êtes, finalement peut-être que ces produits vous ne les tolérez pas forcément très bien non plus. Et en plus vous dépensez plus d'argent que ce que vous
ne pourriez faire parce que c'est des produits qui sont beaucoup plus chers que effectivement des produits contenant du gluten, hein, qu'ils soient transformés ou pas d'ailleurs. Nous, les produits qu'on a choisis, du coup, comme je vous ai dit, c'est une pâte à pizza sans gluten que j'ai déjà testé parce que j'ai déjà filmé la partie 2 de la vidéo. Et donc du coup, alors moi ça c'est une pâte à pizza que j'ai trouvée en magasin bio. Bio ou pas, hein, ça veut rien dire, hein. Le niveau de transformation il n'est pas moins important parce que c'est du bio, mais en l'occurrence c'est vrai que je l'ai choisi aussi cette pâte là parce que elle était assez peu transformée, hein. À l'intérieur on a effectivement donc de la farine de riz complète, de l'amidon de maïs, hein, voilà, on va le retrouver, de la farine de riz à nouveau, de la levure, du psyllium donc pour la texture, du sirop de riz en poudre, de la poudre de levain au quinoa, ça c'est assez original, et du sel de mer. Donc finalement, effectivement, on a quand même un produit qui est pas très transformé. En comparaison avec une pâte à pizza, par exemple la pâte à pizza Herta, hein, qui doit être la plus vendue dans le commerce, hein, pour le coup elle est beaucoup plus transformée que ça. Donc voilà, encore une fois ça dépend du produit. Certains produits sans gluten peuvent être plus transformés que des produits à base de gluten et inversement, il n'y a pas forcément de règle, même si comme je vous le disais, en règle générale c'est des produits qui sont quand même plus gras. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, qui est la partie où on va justement pouvoir tester ensemble cette fameuse pâte à pizza et également donc les gaufres sans gluten. Donc voilà, encore une fois je vous mets la vidéo ici ou là, je sais pas où ça se trouvera. Et voilà, j'espère que déjà la première partie vous a plu et que la deuxième vous plaira encore plus. Ciao ciao, à tout de suite.